En parlant du trouble de la bipolarité, Cécile vit avec depuis toujours et aujourd'hui elle va nous raconter son histoire, son parcours, comment elle est arrivée au diagnostic et comment aujourd'hui elle en est arrivée à être professionnelle. Elle travaille à l'heure actuelle en tant que bénévole dans une ASBL et en plus d'être maman. Eh bien, c'est un parcours de longue haleine, hein. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que jusque mes vingtaines d'années, j'ai eu la chance de grandir vraiment dans un environnement assez aimant dans les Ardennes belges. Donc, je veux dire, où tout se passait bien, un parcours, on va dire, classique sur tous les fronts. J'étais déjà une petite il y avait déjà une petite tendance, je vais pas dire hyperactive, mais en tout cas, je veux dire, j'étais déjà une petite fille qui courait partout, qui n'aimait pas trop faire de sieste. Mhm. Et donc voilà, avec beaucoup de place pour tout ce qui est mouvement de jeunesse. Donc ça a vraiment jalonné toute mon enfance, quoi, je veux dire. Et comme j'aimais beaucoup bouger, je ne savais pas quoi faire comme étude à ce moment-là. Et donc, je me suis dit, ah ben, je vais faire éducation physique parce que j'avais une prof de gym que j'adorais quand j'étais au secondaire et je la trouvais féministe. Voilà. Et donc, peut-être qu'avec le recul, je comprends mieux maintenant pourquoi j'avais choisi ces études. J'avais besoin peut-être de décharger déjà des choses. Et ce qui s'est passé, c'est que à la troisième année, quand j'étais en première licence, enfin, on va dire l'équivalent du master 1, là maintenant, mon corps s'est effondré. J'ai rien compris. Donc, j'étais quelqu'un qui avait une santé que je pensais de faire. Et là, je veux dire, ça a été allez, la descente aux enfers. Enfin, j'ai rien compris. Un moment de dépression, mais je savais pas ce que c'était. Moi, la dépression, je connaissais pas. Moi, j'avais l'impression que la dépression, c'est bon pour les faibles, pour les fragiles, ceux qui aiment bien. Voilà, j'étais un peu de ce style-là, hein. Et donc voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû aller aux urgences psychiatriques carrément de Saint-Luc à l'époque, puisque je cotais à Louvain-la-Neuve. Et j'ai eu la chance que un de mes amis faisait son stage de médecine interne justement à Saint-Luc. Il est venu me chercher parce que j'ai voulu avaler des médicaments. Et il est venu me chercher et donc j'ai été aux urgences. Et le lendemain, on m'a remballé des urgences psychiatriques parce que ça va très vite, hein, les urgences psychiatriques. Et je suis arrivée, je savais pas quoi faire. Et donc là, on a pris rendez-vous avec un psychiatre de ma région des Ardennes. Et où là, j'ai été suivie pendant une dizaine d'années par un très chouette psychiatre qui il ne me voyait pas comme une patiente, comme quelqu'un, je veux dire, à aider, accompagner. Enfin, il me voyait vraiment comme une humaine, quoi, je veux dire. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne parlait pas encore de troubles bipolaires, hein, donc c'était plutôt des dépressions. J'avais des épisodes dépressifs assez majeurs qui m'ont empêché un petit peu d'être stable dans tous les emplois que j'ai eus par la suite, quoi. Donc, parce que la dépression ne faisait que commencer, hein. Donc, j'avais 20 ans, j'ai commencé dans la coopération développement et ma deuxième grosse dépression, c'était au Togo. Donc, on imagine, j'étais en pleine brousse dans un projet de solidarité internationale. Et là, ben, c'est pas terrible, évidemment, de faire une dépression en pleine brousse. Et j'avais accès, pour la petite anecdote, j'avais accès aux médicaments du dispensaire dont je m'occupais au sein de l'ONG. Et j'allais grappiller plein d'antidépresseurs et d'anxiolytiques pour essayer de faire que mes journées passent le plus vite possible. Bon, là, je raconte ça en souriant, mais c'était pas très drôle à l'époque. Et donc voilà, on se demandait un peu pendant ces 10 années-là, j'ai fait plein de boulots très chouettes. Donc il y avait ce côté chouette où quand j'allais bien, je pouvais faire vraiment plein de beaux projets, mais alors je payais chaque fois l'addition, on va dire. Et après une dizaine d'années, mon psychiatre de l'époque voilà, m'a dit, là, je soupçonne quand même peut-être un trouble bipolaire. Donc il a fallu quand même du temps hein, pour qu'il m'envoie vers un spécialiste à Bruxelles, qui est toujours mon soignant, enfin mon psychiatre actuel. En 1 heure de temps, sur base de mon récit de vie, il a dit, OK, il m'a diagnostiqué trouble bipolaire. Et moi, le soulagement, quoi, d'enfin mettre des mots sur ce qui me pourrissait, enfin, à la fois ça me pourrissait la vie et à la fois je ne vais pas mentir, les phases d'hypomanie étaient sympathiques. C'est des phases où tu écris une pièce de théâtre en 24 heures, quoi. Je veux dire, j'ai fait des choses géniales. Enfin, je veux dire que je ne regrette pas quelque part, mais c'était, voilà, comme je l'ai dit, moyennant une addition salée à la fin, quoi. Donc, et là, donc avec ce psychiatre-là, on a pu mettre enfin une médication, donc parce qu'un stabilisateur d'humeur, c'est vraiment la base pour le patient bipolaire, c'est avoir au minimum un stabilisateur d'humeur. Et on a mis en place ce stabilisateur d'humeur de mes 20, enfin, pardon, de mes 30 jusqu'à peut-être 5 ans, quoi. Donc pendant 10 ans, j'ai eu le même stabilisateur d'humeur
ajouter à ça un antidépresseur, puisque moi, c'était une bipolarité de type 2, comme on l'a dit, avec plutôt caractérisée par des phases basses. Donc, il me mettait un antidépresseur à côté pour être sûr d'éviter de redescendre trop bas. Et donc voilà, on va dire que malgré tout ça, c'était quand même galère parce que j'arrivais quand même à demander des C4 en 24 heures quand je ne me plaisais plus chez un employeur. Mhm. Je prends des exemples, enfin, je ne citerai pas où j'ai travaillé, mais enfin bref, c'était une vie assez rock'n'roll, comme je disais tout à l'heure, où je n'aimais pas l'autorité, mais ça n'a rien à voir avec le bipolaire, c'est moi. Mais enfin, je veux dire, ce qui fait que je prenais des décisions à l'emporte-pièce. Quand tu es en phase hypomaniaque, tu peux claquer un boulot stable en 24 heures, quoi. Mhm. Et donc là, ton entourage, il comprend rien, quoi, le lendemain. Ou alors, tu fais tout pour te faire virer parce que tu ne te plais plus. Donc voilà, ça n'a pas été de tout repos. Et ta vie sentimentale, elle suit exactement la même chose. Donc je te raconte pas le nombre de CDD que j'ai eu au niveau vie sentimentale aussi, parce que c'est clair que dans les phases hypomaniaques, il y a un côté où on se sent puissant, on se sent beau, on se sent fort. Et bien là, évidemment, mais tu rencontres plus de partenaires. Enfin, et donc voilà, et moi j'avais l'art d'enchaîner des partenaires qui ne me convenaient pas, quoi. Je veux dire, j'aimais bien, il y avait le côté sauveur aussi, donc j'adorais aller trouver. Enfin bref, donc tout ça pour dire que il y avait rien de très stable là-dedans. Et comme disait mon psychiatre, mais comment vous faites? Parce que chaque fois vous arrivez à renaître de vos cendres comme le phénix, vous vous rendez compte de l'énergie que vous devez mettre. Il essayait déjà de me dire que je devrais composer avec une vie différente que celle que je voulais. Mais ça, je n'avais pas encore vraiment percuté parce que j'étais dans le déni. Mhm. Bon, je croyais être bien du fait d'avoir mon médoc. J'ai fait la psychoéducation, comme on disait, des modules. Donc tout ça, j'étais une très bonne élève. Hein. Pour ça, je faisais mes petits exercices, je notais tous mes petits signes avant-coureurs et tout. Mais malgré ça, il y avait quelque chose au fond de moi qui refusait de lâcher et d'accepter. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce qui m'a aidé, enfin, là où arrive la plus belle chose de ma vie, c'est qu'un petit Kinder Surprise est arrivé. J'avais 39 ans. Et là, je me suis dit, oula, là, c'était un peu la gifle. Là, t'as 39, on arrête de déconner. Enfin, je veux dire, tu es responsable de la vie d'un petit bonhomme à naître, là. Et là, je crois que ça a été quand même une belle gifle parce que c'était vraiment. Je savais déjà que je devrais l'assumer toute seule Mhm. parce qu'il n'y avait pas eu de reconnaissance du papa, on va dire. Et donc là, je crois que ça a été. Et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint le funambule. Parce que comme j'avais plus de temps, puisque j'étais en arrêt de travail à ce moment-là, je ne travaillais plus, j'avais envie de combler parce qu'il y a quand même un petit caractère, je crois qu'il y a quand même une petite tendance hyperactive. J'avais besoin de. Et là, j'ai croisé le funambule, qui m'a vraiment. Ça m'a aidé de pouvoir mettre à profit. Et je veux dire, l'arrivée de mon fils, ça a été un peu un événement déclencheur, quoi, vraiment. Donc, pour un peu. Je dis ça, mais. Avec le recul, j'ai quand même. Je souris parce que j'ai quand même vécu toute ma grossesse en phase hypomaniaque. C'est maintenant que je m'en rends compte, mais j'étais un peu trop en forme, j'étais hyper. Enfin, Et à la fois, avec le recul, il valait peut-être mieux ça, puisque j'étais seule. Donc, c'était peut-être bien d'être dans cet état un peu. J'avais un peu une de ses forces, une de ses niaques qui était un de ses peps. Mhm. Sauf que ça s'est quand même retourné contre moi parce qu'après la naissance de mon fils, et c'est là que j'en viens où c'est important le réseau. Hein, parce que même je croyais être out de ce trouble. Et j'ai fait une dépression postpartum plus, où là, j'étais même plus capable de m'occuper de mon enfant. Enfin, je donnais les soins de base, on va dire, mais je n'arrivais plus à m'extasier. J'étais vraiment en dépression vraiment trop profonde. Et là, j'avais pas trop le choix, quoi. Je veux dire, soit je retournais dans ma famille et j'avais pas envie que ce soit mes parents de nouveau, parce que souvent, quand on vit avec un trouble bipolaire, on est un peu boomerang, on revient chez papa et maman. Il n'y a pas besoin d'être trouble bipolaire d'ailleurs pour ça, dès qu'on a des petits soucis. Mais je ne voulais pas, en tout cas, je voulais m'en sortir toute seule avec mon nouveau-né, là. Et, euh, et là, j'ai pris une sérieuse gifle d'humilité parce que j'ai accepté une hospitalisation maman-bébé. Et donc là, c'était à Claire-Vallon, à Autigny, qui est une structure pédiatrique pour les mamans. Ça peut être pour des mamans qui ont des troubles de l'attachement, ça peut être pour des mamans qui viennent du SPJ ou du SAJ. Et moi, c'était une maman qui avait fait un postpartum plus. Et là, ça a été 3 mois. De ces 6 mois à 9 mois, ça a été vraiment très, très dur parce que j'étais en dépression profonde.
Et j'avais l'impression d'être une mauvaise maman, quoi, je veux dire. Et là, avec les psychologues, là-bas, les psychologues du lien, comme on dit, c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même remercier tous ces personnels-là. Et ben, petit à petit, j'ai retrouvé la confiance en moi de maman, quoi, je veux dire, et d'estime de moi qui était complètement perdue. Et je suis sortie de cette phase dépressive. Et là, en étant vraiment plus du tout dans le déni comme je l'étais avant. Et depuis lors, ça fait 6 ans, puisque mon fils vient d'avoir 6 ans. Et ça fait 6 ans que je peux me sentir vraiment rétablie au sens, je veux dire, ne plus être dans le déni, quoi. Moi, c'est surtout ça, ne plus être dans le déni et ne plus être en colère. Parce que moi, je pense que ce qui avait jalonné un peu mon parcours, ce qui me donnait la niaque, là, c'était une colère, mais c'est pas top. L'énergie de la colère, ça peut être pas mal. C'est positif, mais à certains moments. Et je crois que là, je me sens beaucoup plus sereine maintenant aujourd'hui. Et là, je fais le lien un petit peu avec mon parcours professionnel, puisque maintenant, j'en ai fait mon boulot. Et aujourd'hui, mon boulot, c'est d'accompagner des équipes qui veulent engager des patients ou des usagers parce qu'ils estiment que ça a une plus-value dans une équipe d'avoir quelqu'un qui est passé par ces écueils-là, quoi. Donc voilà un petit peu mon petit parcours, voilà. Donc, mais c'est un parcours d'une personne bipolaire parce que chaque personne est différente, quoi. Donc, c'est vrai que moi, je dis toujours, je suis pas la championne quand il faut expliquer les hospices. J'ai fait une seule hospice. Enfin, j'ai fait l'unité maman-bébé, mais avant, en 2019, j'avais fait une hospice de mon plein gré où je me suis barrée en courant après 3 semaines parce que j'ai pas du tout supporté le côté un peu condescendant du personnel soignant, mais voilà, ça ne me convient pas. Enfin, voilà, j'ai essayé de trouver d'autres sources, notamment dans la psychoéduque, et là, je prends aussi, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est la psychothérapie. Enfin, je veux dire, d'avoir des psychologues tant systémiques familiales que des psychologues comportementalistes, ça m'a vraiment, vraiment aidé aussi. Donc, au point que maintenant, j'en ai moins besoin, mais j'ai une psychologue, elle est toujours là. Voilà, je sais que si au cas où, je peux, voilà, on s'échange des ressources, mais on est plus collègues et partenaires de soins que, voilà, j'en éprouve plus le besoin maintenant. Mais donc voilà, c'est juste pour dire que chaque parcours est différent, mais je ne regrette pas en tout cas, mais je dis toujours quand je donne des formations, je ne veux plus, c'est toujours la vieille pub, vous n'avez pas connu, vous, la vieille pub dans les années 80-90 avec les pots de Dash qui veulent échanger. Je ne changerai pas ma vieille poudre, tu vois, ma poudre à lessiver contre mon pot de Dash parce que je préfère vraiment la vie que j'ai aujourd'hui que cette vie sexe, drugs, rock'n'roll, je caricature un peu, mais qui était fun, mais qui était tellement épuisante et tellement déstabilisante, quoi. Et c'est bon que je n'ai pas... Il n'y a pas eu de conséquences graves. Enfin, le seul truc, allez, la grosse bourde que j'aurais pu faire, mais c'était une bourde plutôt financière, mais ça, c'est un exemple très... C'est que j'avais réussi à baratiner un banquier pour avoir un crédit pour m'acheter un appart à Bruxelles alors que j'étais chômeuse. Et là, heureusement que mes parents ont mis le halte là, parce que ça aurait pu vraiment me mettre en galère, parce que là, il y a beaucoup de galères financières aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans l'émission, on va dire. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont sous administrateurs de biens parce qu'ils ne sont plus en état de gérer. Voilà. Et là, moi, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui étaient là et qui ont mis le holà, quoi, je veux dire. Mais sinon, c'est vrai que je n'ai pas mis la vie d'autrui en danger, mais j'ai failli perdre des amitiés. On parlait de l'entourage tout à l'heure. Je remercierai jamais une de mes meilleures amies. Elle a pris carrément ses distances pendant 3 mois, pendant que je faisais une phase hypomaniaque plus. J'étais invivable, j'écoutais plus du tout ce qu'elle me racontait. J'étais partie dans tous mes trucs et elle m'a dit, là, Cécile, j'ai besoin de me protéger. Voilà, pendant quelques temps, tu n'entendras plus. Et c'est resté une de mes meilleures amies aujourd'hui. C'est juste qu'elle a pu le dire, que c'était too much pour elle, que cette Cécile-là, c'était un peu too much pour elle. Voilà. Donc ça rejoint un peu l'idée, comme tu as dit dans le podcast, qu'il faut aussi se protéger en tant que membre de l'entourage. C'est très important de poser ses limites aussi, de ne pas tout accepter parce qu'on reste un individu quand même important, enfin aussi important que l'autre. Tout à fait. Et je peux dire un deuxième truc qui est très privé, ça c'est un truc dont je parle rarement, mais voilà, c'est ce qui... J'ai toujours dans mes journaux intimes une lettre de ma petite sœur qui a 4 ans de moins et qui m'avait écrit une lettre en disant, elle était adolescente et moi j'étais sans doute à l'UNIF, début d'UNIF, et elle avait écrit une lettre où elle n'en pouvait plus, quoi. Et elle expliquait son mal-être en disant, mais
tu me fatigues, j'en peux plus, tu prends toute la place dans la famille, j'étouffe. Enfin, elle avait pris aussi ses distances à travers une lettre, elle. Donc, et ça, je l'ai toujours, cette lettre-là. Et ça me fait toujours quand même un petit... Enfin, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Voilà, aujourd'hui, on reste sœurs et on se soutient, on est maman toutes les deux. Mais c'est vrai que ça peut bousiller, on peut franchement faire du mal à l'entourage. Et c'est pas nous la personne, c'est le trouble peut faire vraiment. Parce que nous, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas conscient toujours du mal qu'on fait. Ou alors juste a posteriori, quoi. On l'est, quoi, mais pas sur le moment. Donc, et ça peut faire des ravages, ça c'est sûr. Ok. Donc, par rapport à tout ce que tu nous as expliqué et raconté, d'ailleurs, merci pour ton témoignage, Cécile. Donc, il est très important déjà de se poser des questions, puis d'aller vers les réponses, donc si possible vers un thérapeute, un psychothérapeute, peu importe le professionnel médical, d'accepter aussi, donc de recevoir le diagnostic une fois qu'il est posé, de mieux comprendre aussi ce avec quoi on vit, le trouble, et alors l'importance de l'entourage, parce que j'ai l'impression que tu en as beaucoup parlé, donc ça c'est super important, et parce que ça me rappelle à quel point déjà la solitude, c'est très difficile aussi d'en éprouver ou de vivre de solitude, mais alors avec un trouble de la bipolarité, ça doit être énormément désavantageux déjà, et difficile, honnêtement, très difficile émotionnellement. Euh, j'ai l'impression que c'est peut-être même le pire gouffre pour quelqu'un qui vit avec le trouble de la bipolarité, c'est de vivre dans une solitude un peu infinie. Ça, c'est sûr, en tout cas. En tout cas, c'est valable pour certains, pas pour d'autres. Moi, j'ai de la chance, justement. Euh, j'ai pas perdu d'amis avec mon trouble bipolaire. Ils sont tous restés. Mais dans nos groupes de parole, on a énormément de personnes qui ont perdu tout le monde, quoi. Et là, c'est là que c'est vraiment... C'est pas évident. Et cette solitude, on la sent. Elle est vraiment perceptible. Et il y en a où le groupe de parole est ce seul lieu où ils peuvent venir déposer, parce que certains font complètement la comédie à leur entourage, ou le cachent ou le camouflent, mais surtout dans le milieu professionnel, et c'est le seul lieu où ils peuvent déposer. Donc, même entouré, on peut se sentir très seul aussi. Hein, donc, C'est vrai, et là, c'est vrai que... Mais la solitude, c'est sûr que c'est... Et puis, et à la fois, il y a des solitudes qui sont choisies. Moi, je sais bien que quand j'étais dans mes phases dépressives, mes amis disaient tout le temps, elle va dans sa grotte. Et ils savaient que à la sortie de l'hiver, j'allais revenir comme un ours, tu vois. okay. Mais ça peut être aussi, voilà. Mais ça ne doit pas rester. C'est pathologique si cette solitude, elle reste, voilà, sur le long terme. Important à préciser, bien évidemment. Bien sûr. Mais donc, n'hésitez pas aussi, si vous faites partie de l'entourage d'une personne qui vit avec le trouble de la bipolarité, à vous intéresser justement à ce que c'est, parce que vous êtes un personnage qui est quand même important dans la manière dont on va traiter le trouble aussi. Comme Cécile a dit tout à l'heure, il y a des groupes de parole qui existent. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire. Vous pouvez venir en tant que membre faisant partie de l'entourage, encore une fois. N'hésitez pas à poser des questions également. Cécile, est-ce que tu reçois parfois des mails, des messages privés? Est-ce qu'on peut te trouver quelque part pour si jamais une personne a besoin de te contacter? Ah oui, ben le funambule, il a son site, hein, son Oui. site internet, de toute façon. Donc, vous allez sur votre moteur de recherche funambule ASBL. Et on a un GSM, donc ça, c'est important. Et on a un GSM où 2 personnes écoutantes bénévoles sont là pour les proches ou pour les pairs, tous les jours, de 9 à 20 heures. Et vous laissez un petit message si jamais elles ne sont pas directement là. Et là, on peut vraiment... voilà, ça peut être en cas d'urgence. On peut appeler, franchement, si on a envie de déposer, si on se sent seul, si on a une question pratique. Et il y a le mail info@bipolarité.org. Donc, vous trouverez tout ça sur le site de toute façon. Et notre newsletter, voilà, pour connaître toutes nos activités, dont les groupes de psychoéducation notamment. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Cécile, pour ce podcast, cette interview. Ça m'a beaucoup inspirée et j'espère qu'on te reverra très vite. Donc, n'hésitez pas, le funambule. Il y a un site internet, comme Cécile vient de l'expliquer. Pour d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Et on vous souhaite une belle journée ou belle nuit. Ça dépend. Merci. Merci.